Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Épisode suivant, vous le savez, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co. Et on va focus aujourd'hui sur une série qui suscite beaucoup de débats en ligne. C'est Les Anneaux de pouvoir, la série dérivée du Seigneur des Anneaux dont la saison 2 vient de s'achever sur Prime Video. Et les réactions sont pour le moins, on va dire, divisées. Il y a ceux qui considèrent que c'est une grande série qui, ça y est, commence à réussir son pari un peu fou d'adapter une œuvre assez éparse, celle de Tolkien, issue de plusieurs textes différents. Et puis il y a ceux qui disent bah non, c'est plutôt juste une fanfiction avec beaucoup trop de budget pour ce qu'elle arrive à en faire. Alors, qui a raison dans tout ça? On va essayer de vous éclairer, de nous donner un petit peu des avis. Et pour ça, j'ai deux invités aussi sages que Gandalf à mes côtés. Vous allez voir, ils sont exceptionnels. Tout d'abord, Anne Besson. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université d'Artois. Et également, vous l'avez entre les mains, directrice éditoriale adjointe de la revue Chimère. Vous êtes une spécialiste, on va dire, des mondes imaginaires un peu étendus et de leurs adaptations, forcément, puisque de plus en plus les studios se tournent vers ces univers connus et donc un peu faciles, on va dire, à étendre. On va se pencher avec vous sur tout ça et notamment effectivement sur l'univers de Tolkien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en face, Romain Beis. Salut Romain. Bonjour. Romain, fondateur du podcast Le Grand Pop, du site aussi qui va avec évidemment, grand dévoreur de tout ce qui s'apparente à la pop culture. Évidemment, Le Seigneur des Anneaux, tu n'y coupes pas. Eh bien, merci à tous les deux d'être là. On a une belle émission qui nous attend, donc partons sans plus tarder pour la Terre du Milieu. Je disais, c'est donc la saison 2 des Anneaux de pouvoir qui vient de s'achever, la série la plus chère de l'histoire, tout simplement. Ça se passe sur Prime Video. Amazon a mis plus d'1 milliard de dollars sur la table pour créer ces Anneaux de pouvoir, et ça, c'est juste le chiffre initial, parce qu'en réalité, ça va coûter beaucoup plus que ça. C'est donc ce qu'on peut dire un prequel du Seigneur des Anneaux. Ça se passe avant les 3 films de la trilogie de Peter Jackson, avant également Le Hobbit. La première saison a été sortie il y a 2 ans. Il y avait beaucoup d'attentes, forcément. L'univers de Tolkien, c'est un univers qui a beaucoup de fans dans le monde entier. Les gens étaient ravis de pouvoir revoir la Terre du Milieu sur leurs écrans. Voilà, il y a eu quelques déceptions, des qualités visuelles qui étaient indéniables, ça tout le monde s'était un peu accordé pour le dire, mais voilà, des maladresses, on va dire, sur des personnages, des libertés forcément prises aussi avec le texte initial, qui ont un peu dérouté les fans. Cette saison 2 vient de s'achever. Anne, Romain, vous l'avez vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2? Peut-être commencer Romain. Est-ce qu'il y a du mieux? Ça y est? Oui, il y a du mieux. Il y a du mieux, je pense que c'est incontestable. Il y a eu une vraie réflexion par rapport au retour. Alors évidemment, il y avait des retours particulièrement problématiques. Moi, je vais plutôt m'attacher à ceux qui sont constructifs et à ceux qui essayent de faire évoluer un petit peu, en tout cas, la pensée autour de l'univers de Tolkien, dans le bon sens du terme. Et du coup, non, je pense qu'il y a un mieux. Il y a un mieux, même si, encore une fois, il est compliqué, je pense, pour les showrunners de partir entièrement des rails qu'ils avaient établis en saison 1, même si on voit qu'il y a une vraie volonté d'essayer de se remettre au maximum dans quelque chose d'un petit peu plus Tolkienesque. J'ai créé un barbarisme. Tolkienien, ouais, c'est ça. Avec effectivement une saison 2 qui est beaucoup plus centrée sur le personnage de Sauron, cette fois qui est révélé en fin de saison 1, même s'il n'y avait pas trop de sur son identité, voilà, en saison 2, il est beaucoup plus présent, notamment puisque ça y est, il est temps de forger les fameux anneaux de pouvoir dont on nous a vendu le titre. Anne, quel regard vous portez sur cette série en termes d'adaptation finalement d'un texte que vous avez bien lu, bien connu? Alors, c'est pas une adaptation, c'est clair. C'est vraiment pas une il faut adaptation. Oui, c'est une création nouvelle sur la base d'éléments vraiment peu nombreux, et qui ont été récupérés à différents endroits et qui ont été associés. Donc, c'est une volonté de donner effectivement une nouvelle aventure au sein de la Terre du Milieu, où on va retrouver des personnages connus, certains épisodes connus, comme la chute de Numénor, etc. Mais à part ça, faut vraiment pas y penser en termes d'adaptation, parce que sinon, on est forcément déçu. Forcément, c'est ça qui avait un peu déçu, on va dire, en saison 1, c'est que les gens s'attendaient un peu à retrouver, on va dire, le Silmarillion, à savoir cette espèce de grande épopée, cette grande histoire de la Terre du Milieu et de ses origines. Malheureusement, ils n'ont pas les droits du Silmarillion, donc forcément, c'est ce que vous dites, c'est des appendices de textes qui sont piochés à droite à gauche. C'est plus compliqué, donc forcément, ils prennent des libertés.
Oui, en fait, notamment, il y a une espèce de gros raccourci temporel qui explique en partie peut-être les problèmes de rythme qui affectent très massivement la série. C'est vrai que tout se passe à l'échelle quasiment d'une vie humaine, en fait, là. Oui, tout à fait. Alors que dans les livres, c'est plusieurs millénaires. Ouais, tout à fait. Et entre notamment le moment où les anneaux sont forgés et le moment d'Elendil et Isildur, il se passe des centaines et des centaines d'années. Donc oui, là, on a vraiment c'est plus que l'échelle d'une vie, c'est le fait de rapprocher des moments qui, chez Tolkien, sont très éloignés. Ou des thématiques qui se retrouvent un petit peu bousculées, par exemple sur Numénor, sur l'île de Numénor, ce qui va un petit peu entraîner la fin de cette civilisation, c'est une espèce d'hubris, d'orgueil et de peur de la mortalité. Et la confronter, je trouve, à l'immortalité des elfes, si on n'avait pas eu cette compression-là, je trouve que ça aurait été quelque chose de peut-être plus intéressant. Et là, on se retrouve avec, je crois que c'est dans la saison 1 où il dit les elfes volent notre travail. Enfin, on se retrouve avec des espèces d'aberrations comme ça, alors que les thèmes étaient là et qu'on pouvait justement les mettre en image. House of the Dragon l'avait fait, de faire des ellipses. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de mélanger un petit peu tout, même si je comprends la logique de production qu'il peut y avoir derrière pour une série, et évidemment de garder les acteurs un peu stars, etc., etc. On va rentrer un tout petit peu dans le détail. Pour l'instant, on n'a pas réussi à spoiler, c'est parfait, parce que j'avais oublié le disclaimer. Évidemment, on va un peu spoiler cette saison 2, forcément on rentre dedans. À partir de là, on va peut-être évoquer des événements qui ne se passent pas au tout début de la saison. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu en entier, finissez là et après revenez nous voir. C'est important de regarder cet épisode. Quel point positif on peut garder de cette saison 2, Romain ? Je trouve que, comme vous le disiez, Anne, il y a beaucoup moins d'écrits sur le second âge que sur le premier âge ou avant, et le troisième âge évidemment, où en tout cas la guerre de l'anneau est particulièrement développée. Et du coup, ça laissait libre champ aux auteurs et aux scénaristes de pouvoir s'inscrire dans une vraie suite logique à partir du moment où les grands thèmes, et Tolkien est tellement précis dans pas mal de ses constructions, que dès qu'on change un petit bout, il y a un château de cartes qui s'écroule, ou presque. Et là, du coup, ce que moi je trouve un petit peu délicat, c'est que certains choix s'insèrent difficilement dans ce légendaire. Néanmoins, c'est beaucoup moins un problème qu'en saison 1, je trouve. Il y a quand même une tentative d'essayer alors, sauf sur les images que vous montrez en ce moment, mais en l'occurrence, notamment tout ce qui se passe en Eregion, donc avec les forgerons elfes, avec Celebrimbor et donc le personnage de Sauron qui change d'identité, qui prend enfin l'identité qu'on attendait en saison 1 en tout cas, plutôt qu'une inventée. Et là, je trouve qu'il y a des échanges et des thématiques qui fonctionnent pas mal. A contrario, on verra après dans les points négatifs, il y a d'autres arcs scénaristiques qui ont été un petit peu laissés ou de côté ou à l'aune de choix maltraités, on va particulièrement difficiles à justifier, je trouve. Anne, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette série, quand vous la regardez ? Alors, j'ai continué à apprécier beaucoup certaines très très belles images, notamment l'arrivée du Balrog. Voilà, on voit enfin dans tout son horreur, j'allais dire sa splendeur, mais c'est peut-être plus son horreur le terme dans cette saison 2. Globalement, les scènes dans la Moria, elles sont vraiment très belles, et plus largement, une espèce d'attention au peuple, aux civilisations, avec des reconstructions très minutieuses d'un village pré-hobbit ou d'un marché nain, etc. Donc des petits éléments comme ça, sur les orques aussi, sur les Uruk. Ça, c'est quelque chose qui est notable, cette volonté. Alors, pas du tout tolkienienne, mais voilà, une avancée intéressante qui consiste à essayer de montrer que c'est un peuple aussi, avec ses propres objectifs, ses propres affects, pas juste une armée etc. de visages sans nom qu'on envoie à l'abattoir. Donc ça, je trouve que c'est les bons points de cette saison. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme je disais, la relation entre Sauron et Celebrimbor, qui est un peu le nœud central de cette saison, qui est pour le coup très intéressante. J'ai très bien développé, par avec deux très bons acteurs. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, la partie avec les nains, la Moria, ça reste quand même pour moi ce qu'il y a de plus intéressant. Que le personnage de Durin 4, sa relation avec son père aussi, est pour moi peut-être la meilleure partie de cette saison quasiment avec Sauron.
Les points négatifs, on a vu le positif, les points négatifs, Romain, qu'est-ce que toi tu retiens qui peut encore peut-être être amélioré d'ailleurs en saison 3 dans la foulée, mais... Comme je disais, il y a des choix sur lesquels moi je suis vraiment... ce qui m'électrise un petit peu, qui me hérisse le poil. L'identité de l'étranger en étant. Je trouve que c'est tellement de fanservice et en dépit du bon sens et de pouvoir tenter quelque chose de nouveau avec cet univers. Mais j'ai pas envie de m'arrêter à un détail de l'or parce que vraiment, ce qui me choque le plus entre guillemets, c'est quand même une qualité d'écriture assez en dents de scie avec des énormes pans entiers laissés de côté et une réalisation qui est quand même parfois bien aux fraises. C'est-à-dire que je ne sais pas où passe tout le budget faramineux dont nous a souvent parlé, dans les décors, dans les costumes, évidemment, les musiques aussi, mais j'aurais bien aimé qu'ils gardent une petite enveloppe pour embaucher des réalisatrices ou des réalisateurs un petit peu plus libres de pouvoir développer autre chose que de la réalisation typiquement de séries télé, du chant contre chant un peu feignant. Voilà, j'aurais aimé un peu plus d'envolée. À l'époque, Peter Jackson avait tenté des choses, que ce soit dans l'écriture ou alors qu'il sort lui-même du carcan Tolkien pur, avec Philippa Boyens et Fran Walsh. Et voilà, là, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'envie de ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose qui me fait des fois sortir totalement de la série quand un personnage ou une armée entière apparaît à l'autre bout d'un continent comme ça, juste parce que le scénario l'exige. Plus que par logique de cheminement et de construction de personnages. Enfin voilà, l'apogée de ça étant peut-être la bataille des Régions, finalement, qu'on attendait forcément, qui était un peu le point d'orgue épique, on va dire, de cette saison, et qui a un peu laissé sur la fin pas mal de gens en termes de... Il y a une espèce de scène qui commence et qui s'arrête un peu, alors qu'on se dit « Ah, ça y est », puis en fait, non. Et beaucoup de gens l'ont comparé avec la bataille des bâtards de Game of Thrones. Qui est aussi une série, pour le coup. Qui est aussi une série, donc avec des moyens comparables, qui était une série déjà très chère à l'époque. Là, il y a encore plus de budget. Les gens ont dit, voilà, la bataille des bâtards, ils sont plutôt safe pour leur héritage. C'est pas cette bataille-là, en tout cas, qui va aller les taper, quoi. Et quand on sait que ce sont des armées de continents entiers qui sont censées se battre, c'est vrai que la dernière charge des elfes à la fin de la grande bataille où ils sont 6, c'est quand même l'armée censée être l'armée du dernier grand roi des Noldor. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui me manque. Alors je comprends qu'ils étaient en temps de paix, il n'y a pas eu de construction, de conscription de soldats, mais, etc. Mais c'est pareil dans la saison 1 avec 3 bateaux qui arrivent de Numénor. C'est pareil avec. Moi, j'aimerais beaucoup voir. Il y a des plans grandioses de très très loin. Et après, il y a des décors qui ont été construits qui sont très très jolis, notamment en saison 2. Mais c'est vrai que j'aimerais un petit peu l'entre-deux et pas uniquement de la réalisation engoncée dans un décor étroit et tout d'un coup des grands plans. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu léger. Peu léger. Anne, vous avez les mêmes retenues quand vous regardez ? Oui, c'est frappant, le nombre de figurants. Enfin, très souvent, effectivement, on se retrouve avec des petits groupes. C'est étonnant si on compare avec effectivement le budget qu'on nous a annoncé. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est Tom Bombadil. Tom Bombadil, alors déjà le choix de le faire venir, de le faire arriver là, et puis le traitement du personnage qui pour le coup est vraiment très loin de ce qu'on peut connaître de lui. C'est du pur fanservice, non ? Oui, mais alors ça, c'est vraiment régulièrement le cas dans la série. Romain l'a dit. Il y a cette scène, alors heureusement très brève, mais où Galadriel et Elrond s'embrassent quand même. Enfin, voilà, qui n'est effectivement très loin de la relation qu'ils ont dans les... Je crois que c'est censé être la mère de son... Enfin, c'est ça. Elrond est censé être le gendre de Galadriel, je crois. Oui, je crois qu'il... Oui, c'est ça. Et puis alors, certains disent que c'était uniquement pour la ruse de lui donner la petite aiguille, tout ça. C'est pour la ruse, tout à fait. Narrativement, c'est pour la ruse. Mais on a l'image et comme ça, on va pouvoir la ressortir. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment énervant. Et puis, l'autre problème, il me semble, c'est une vraie difficulté à adapter Tolkien, c'est le pouvoir des anneaux. Comment est-ce qu'on réussit à montrer ça ? Sur le cas de Durin, ça marche, c'est un peu caricatural quand même. On retrouve, c'est très proche, on va dire, de l'anneau unique qu'on voyait dans Seigneur des Anneaux, à savoir qu'il
prend possession de son âme un petit peu et qui laisse dominer. Voilà, c'est un on n'en voit pas grand-chose d'autre que ça. Mais après, comment il marche sur les elfes, Oui, on voit qu'il y a des pouvoirs de résurrection sur celle d'Elrond. L'effet, mais en même temps ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment un élément qui reste... Alors, peut-être que ce mystère ou cette ambivalence peut fonctionner, mais il y a une espèce de dimension spirituelle ici que les scénaristes et les réalisateurs et réalisatrices ont du mal à convoyer. Et c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que cet ensemble de points assez positifs, mais de points quand même toujours assez négatifs malgré tout pour une série très attendue, ça renforce un peu l'idée que Tolkien, c'est un auteur difficile à adapter. C'est-à-dire qu'il a laissé des textes, pour certains très complets. On parle du Silmarillion, voilà, malheureusement ils n'ont pas les droits, mais ça fait partie des textes très complets. Évidemment, Seigneur des Anneaux était une histoire avec un début, un milieu et une fin. En revanche, il y a beaucoup de, comme vous le disiez, d'écrits, de petits appendices qui juste disent en telle année il s'est passé ça, sans trop de détails. Ça facilite pas, j'imagine, le travail des scénaristes. Il faudrait peut-être accepter effectivement de s'en éloigner plus, parce que là en fait ils font à la fois une histoire qui est en grande partie inventée et ces moments de fanservice, ces moments où ils tiennent à apporter des éléments qui seraient tolkieniens mais qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être cet entre-deux qui est impossible à bien gérer. Ou mal placé, c'est-à-dire qu'on voit des citations de Peter Jackson et de la trilogie à longueur d'épisode, et je trouve que c'est complètement... parce que je parlais de choix de facilité quand je parlais tout à l'heure, et on peut citer des exemples comme ça. Elendil qui récupère Narsil, c'est plan pour plan Aragorn avec Andoril. On a comment ça s'appelle, ces êtres des tertres qui sont censés être les restes du royaume du Nord une fois que Numénor aura eu un royaume de plusieurs milliers d'années en terre du milieu et l'aura perdu. C'est censé être, enfin voilà, et c'est censé être le roi sorcier d'ailleurs qui crée ces fantômes, et il n'existe pas encore puisque les anneaux des hommes, on l'a vu, seront sans doute donnés en saison 3. Donc il y a plein de trucs comme ça. Tom Bombadil, on en a parlé, mais il y a aussi les dialogues entre lui et l'étranger, c'est plan pour plan, enfin c'est mot pour mot, les dialogues qui sont souvent ceux de Gandalf, où il y a énormément de moments qui sont ceux du fameux épisode coupé au début de la Communauté de l'Anneau, le livre, à savoir Gandalf qui se fait attraper par un arbre plus ou moins vivant. Bon, c'est ce qui est arrivé au Hobbit, et c'est là où on rencontre Tom Bombadil. Et voilà, tout est comme ça, où on cite, il y a Arachné en version embryonnaire. Limite, si on va aller se balader autour de la Moria, on va trouver le guetteur qui est un petit poulpe de 30 cm. Comme s'il fallait à la fois contenter les fans, on va dire, les plus anciens de Tolkien, qui ont tout lu, ceux aussi qui n'ont vu que les films, pour les rattacher, dire attendez, partez pas, ok, les trucs compliqués, mais regardez le Balrog, vous avez bien aimé ça dans les films, on vous le remet et puis on vous le montre, et peut-être que vous l'aurez encore plus tard, quoi. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Et puis il y a de la citation aussi de noms comme ça, juste pour dire on connaît, etc. Comme de la justification par rapport aux critiques qu'ils ont pu avoir. Mais souvent c'est un peu plat et ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai un bon exemple, c'est l'espèce de géant qu'ils appellent Damrod, là, avec la chanson de métal à la fin de l'épisode 5. Ouais, à la moitié, par là. Et donc Damrod, c'est un nom tolkienien, mais c'est le nom d'un coureur de l'Ithilienne qui est un compagnon de Faramir. Donc ça a vraiment strictement rien à voir. Et alors pourquoi est-ce qu'ils prennent ce nom-là? Parce que ça sonne Tolkien. Enfin voilà. Et alors la chanson de métal, c'est vraiment plutôt Game of Thrones. Enfin voilà, on a cette impression d'un truc hyper hétérogène, hétéroclite, parce que ça veut aller pêcher effectivement absolument partout des fans. Effectivement. Qui pose la question des fans, finalement, de la communauté tolkienienne, qui est très engagée, qui est notamment en ligne sur les forums, qui ne cesse de commenter, décortiquer les textes, le moindre bribe qu'on retrouve, que les descendants de Tolkien ont mis au jour, etc. Forcément, quand on adapte Tolkien, on est obligé d'en tenir compte de ces gens-là, parce que certes, c'est pas le grand public, mais ça reste une base incontournable qui va valider peut-être aussi la série, non ? Je pense pas que ce soit leur base de public. Sinon, c'est pas possible. C'est pas rentable. Voilà, d'abord, c'est pas rentable, et puis ils auraient pas fait ces choix-là justement, parce que ces citations qui tombent à côté, c'est beaucoup plus énervant, agaçant pour le vrai fan de Tolkien. Enfin voilà, le fan des livres, celui qui connaît absolument qui a le lore, l'érudition.
ça le prend à rebrousse-poil beaucoup plus que l'inverse. Donc c'est pas un bon choix. Il y a cette question des fans, il y a cette question, on va dire, un peu du budget aussi. Je voudrais qu'on en parle parce que je disais c'est 1 milliard qui a été mis sur la table, mais 1 milliard c'était le chiffre de base, c'est-à-dire que c'était censé être 200 millions par saison en comprenant les droits d'adaptation, tout ça. La première saison, on parle quand même de 460 millions à elle seule, 60 millions par épisode. Là, globalement, on doit être à peu près dans les mêmes eaux parce qu'on n'a pas perdu en qualité visuelle ou autre, ni en acteur. Donc globalement, il n'y a pas de raison que ça coûte moins cher. Donc on parle 60 millions de dollars par épisode. Enfin, on se rend pas compte, c'est colossal. C'est un petit film d'action hollywoodien par épisode quand même. Est-ce que malgré tout cet argent il est bien employé? C'est-à-dire que quand tu regardes la série, Romain, est-ce que tu te dis j'en ai quand même un peu pour mon argent? Alors, on en prend plein les yeux. Il y a des plans qui sont iconiques, mine de rien. Là, cette espèce de cavalier qui court dans l'Est, c'est pas écrit dans Tolkien, mais ça flatte un imaginaire qui est aussi celui des illustrateurs iconiques que Tolkien a pu avoir. Évidemment, Alan Lee, etc. Mais d'autres un peu moins connus, comme Ted Smith ou comme ça. Il y a un vrai, je trouve, travail d'essayer de faire un money shot ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'en dehors de ça, on s'ennuie un petit peu. Et le budget, oui, on le voit quand on regarde un petit peu les featurettes, les petits documents, enfin pas les interviews promotionnelles Amazon diffuse en parallèle. Ouais. Et on voit un peu des coulisses et on voit qu'il y a des décors qui sont sublimes avec un choix porté sur des détails qu'on verra peut-être pas à l'image, etc. Mais encore une fois, c'est peut-être des fois mettre la charrue avant les bœufs. Je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui ont été laissées un petit peu de côté et qui font qu'au final, ce sentiment de grandiose est amoindri. Il y a pas mal de... Je parlais de la réalisation tout à l'heure. La musique est pourtant très bien, celle de Bear McCreary. J'ai même retrouvé presque des notes de Howard Shore au moment de la révélation, à la fin. La volonté de lier les deux bandes son. Et par contre, la mise en scène et le montage, l'étalonnage ne mettent jamais de moment de bravoure en musique. À chaque fois, c'est mis au second plan, on passe à la scène d'après, on remplit le cahier des charges, plus qu'on laisse libre cours à un petit peu de poésie, un petit peu de hauteur d'âme qu'on essaie de retrouver chez Tolkien d'habitude. Ça coûte forcément cher d'adapter quelque chose de l'univers de Tolkien. On parle d'un monde imaginaire, donc forcément, les décors, faut construire ou alors faut s'inspirer. C'est ce qu'avait fait Peter Jackson en se disant que tiens, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas, pouvait être le cadre idéal. Mais encore une fois, c'était une interprétation de sa part. Ça veut dire qu'il faut quand même tout créer. Forcément. Et il y a effectivement ce travail très minutieux, très approfondi sur l'univers, sur le world building, la réalisation, le fait de rendre réel un monde imaginaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et sur lequel le marketing joue beaucoup. Après, une fois que le décor est fait, que les CGI sont faits, où va l'argent? Je continue à me demander un peu parce qu'ils n'introduisent quand même pas des nouveaux décors à chaque épisode. Et puis, voilà, s'ils pouvaient investir effectivement peut-être plus sur le scénario. Oui, c'est peut-être aussi ça, d'investir dans des choses qu'on ne voit pas. Il y a des moments un peu épiques. Enfin, moi, j'avais été un peu déçu, notamment par alors pas la bataille, s'il y avait été un peu décevante, mais le siège même d'Eregion au début. Tout est un peu masqué dans la fumée. On sait que c'est un artifice à Hollywood qui est très employé, de masquer un peu des choses pour voilà. C'est sûr que la ville elle est un peu en feu. Bon, c'est facile de mettre de la fumée. C'est sûr que c'est un peu dommage. Il y a quand même du mieux. Évidemment, moi, j'ai quand même été impressionné. Voilà, encore une fois, c'est la représentation de la Moria, par exemple, on y est, quoi. La scène du marché, vous en parliez, Anne, effectivement, donne vie aussi. Alors, c'est une scène qui paraît rien, elle n'est pas impressionnante, mais il y a un peu de monde. Pour une fois, il y a des figurants, il y a des gens qui parlent. Voilà, tout ça coûte forcément de l'argent aussi, même si c'est pas aussi impressionnant qu'une charge de cavalier. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui s'améliorent. Il y a aussi, peut-être, je voulais aborder un dernier point, la question de la longueur. C'est des saisons de 8 épisodes. Et on a retrouvé un peu en finale de saison 2 peut-être le problème de la saison 1, à savoir que il faut compresser d'un coup des intrigues. Il y a beaucoup d'intrigues en fait, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'étranger qui était lié au Harfoot, qui deviennent séparés dans cette saison, ce qui fait donc 2 arcs les uns à côté des autres. Il y a l'arc Sauron, il y a l'arc Galadriel, il y a l'arc Numénor, il y a l'arc Isildur. Tout ça, ça marche quand on a du temps, mais quand on doit tout terminer en fin de saison, on se retrouve avec des raccourcis de partout, des choses qu'on n'a même pas vues. Typiquement, les Harfoot qui devaient affronter les Gaudrim, il me semble, les personnages masqués. Ils se préparent à un siège en fin de saison, à l'épisode 7, c'est l'épisode 8, le siège a eu lieu, ils ont perdu et voilà, on n'a rien vu, quoi. C'est hors champ.
Voilà. Est-ce que c'est pas ça le problème de se dire peut-être qu'il faudrait 10 épisodes, peut-être que c'est d'étaler un peu plus, alors ça coûterait plus d'argent, encore une fois on en revient à ça. Et puis ce serait lent, parce que tout le début de saison est quand même très lent. Donc en fait, c'est ça le problème de rythme, c'est que c'est à la fois très lent, toute la première partie, et puis condensé sur la fin. Donc ça ne marche difficilement. Après, je pense qu'il faut les penser sur les 5 saisons. Et moi, c'est ça que je veux croire, parce que sinon, il y a quand même une certaine absurdité, et on peut leur faire confiance pour être un peu professionnel. Donc voilà, on a 5 saisons pour rejoindre en gros le prologue du Seigneur des Anneaux. Et que peut-être il faudra juger ces 5 saisons en entier comme une œuvre conçue sur 5 saisons et pas juste un épisode par semaine. Et donc parce que ces lignes d'intrigue dont vous parliez, elles sont amenées à se poursuivre dans les saisons suivantes, et donc éventuellement à prendre sens, j'espère. La saison 3 n'a pas été encore officialisée par Prime, etc. Mais bon, les scénaristes ont admis qu'ils travaillaient dessus et que le tournage devrait débuter l'année prochaine pour une sortie en 2026. Rapidement, qu'est-ce que vous espérez voir dans cette saison 3 ? Quand on sait ce qui se passe, forcément, on a envie de voir le peu qui a été écrit, le voir bien fait, plutôt que de perdre du temps avec des personnages inventés un peu indigents. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresserait le plus, maintenant que la supercherie, entre guillemets, autour du personnage de Sauron a été révélée un petit peu à tout le monde, c'est de voir un peu le jeu de pouvoir qu'il peut y avoir. On a vu qu'à Numénor, ça commençait à sentir un petit peu le roussi, ça va un peu vite, mais voir comment cette espèce de guerre civile va donner corps normalement à vraiment 2 camps, voir comment ils vont matérialiser ça. Et en vrai, j'en ai un peu peur, mais je pense qu'ils vont y aller, c'est qu'ils vont nous créer des personnages de manière à justifier à qui on va donner les 9 anneaux des hommes. Et ces fameux 9 anneaux, on ne sait pas à qui ils sont donnés normalement, c'est juste, on a une vague de vagues indices autour de 2. Mais donc voilà, je pense qu'ils vont aller sur la distribution de ces anneaux, voir les effets de corruption, et je pense que ça va être une grosse déculottée pour les armées des elfes, hein, si je ne m'abuse. Peut-être pas dès la saison 3. C'est ça, la question c'est voilà, comment est-ce qu'ils vont... parce que là, ils ont déjà forgé tous les anneaux en fin de saison 2. Sauf un. Oui, a priori. C'est vrai. Il reste celui qui nous intéressera le plus. Voilà, il y en a un qui est passé, qui peut bien être celui-là. Et donc voilà, comment est-ce qu'ils vont gérer ce qui leur reste qu'on connaît effectivement. On sait ce qu'ils ont encore à traiter, à savoir la chute de Numénor, la dernière alliance entre les elfes et les hommes, et l'arrivée d'Elendil, fondation de 2 royaumes. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et effectivement, a priori, saison 3 sur les hommes. Ouais. Et la chute de la Moria, quelque part, même si c'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt, mais bon, vu que les échelles de temps sont très différentes, tout ça sera donc à voir en 2026. Voilà. Aucune idée juste de ce qui va se passer avec l'étranger, maintenant qu'on sait qui c'est. Que faire de ce personnage? Les Harfoot vont trouver la comté à un moment, le comté. Oui. Mais quand, avec qui, dans quel état? Réponse donc en 2026 pour cette saison 3 des Anneaux de Pouvoir. Il faut attendre 2 ans, c'est aussi l'un des inconvénients de cette série par rapport à d'autres. Mais en attendant, heureusement, il y a plein de choses qui sortent et on va vous recommander 2 séries à voir. Les coups de cœur des 2 invités pour clôturer cette émission. Et allez, je vais commencer avec le vôtre, Anne. Vous avez envie de nous redire, puisque c'est pas une nouveauté, tout le bien que vous pensez et qu'on pense autour de ce plateau, je pense, on verra si Romain est d'accord, de Buffy contre les vampires. On en avait parlé la saison dernière, on avait fait une émission spéciale pour les 20 ans, parce qu'elle a fêté ses 20 ans l'an dernier. Buffy qui est donc toujours disponible, ça c'est pratique, sur Disney+. Pourquoi est-ce que, Anne, vous continuez d'aimer cette série et pourquoi est-ce que vous continuez de dire aux gens, regardez Buffy? C'est la série qui pour moi est la plus fondatrice, voilà, personnellement. J'ai grandi avec la trilogie du samedi, les X-Files et puis Buffy, et c'est la première série où j'ai vraiment eu envie de défendre ce goût pour une série qui est a priori quand même indéfendable, voilà, une série vraiment pour ados. Je continue à regarder beaucoup de séries pour ados, je travaille sur les fictions pour la jeunesse, une série avec des démons, des vampires, donc voilà, et puis avec des partis pris esthétiques quand même discutables, et malgré tout cette espèce justement là de finesse d'écriture tellement incroyable, de construction des personnages, d'évolution dans le temps, qui en font voilà une des séries les plus incontournables, que donc moi maintenant je regarde avec mes fils.
Et qui avait effectivement fait des choix forts en termes de sujets abordés, notamment on en avait parlé là, dans l'émission spéciale, qui la rend en fait finalement très actuelle. Alors oui, il faut passer un peu au-delà des effets spéciaux ou de certaines coiffures, de certains choix esthétiques comme vous avez dit, mais qui reste effectivement très actuel. Bien voilà, continuez de regarder Buffy. Peut-être qu'on vous le redira à chaque saison. On refera un petit point pour vous dire continuez. C'est donc sur Disney+, en plus en intégralité, vous n'avez pas d'excuses. On termine avec ta reco à toi, Romain. On va changer totalement d'univers, plus de fantastique, plus rien. C'est un autre genre de fantastique, un autre genre de costume un peu improbable. Oui. Puisque ta série, c'est une série documentaire sur le magazine Vogue. Oui, tout à fait. C'est aussi sur Disney+. C'est 6 épisodes. Là, ça vient de sortir il y a pas très longtemps. Et donc, c'est inspiré d'un podcast qui s'appelle In Vogue, justement, The Archive, qui date de 2020. Et en fait, ça s'adresse pas uniquement aux esthètes et aux puristes de la mode, mais à tout amoureux ou amoureuse du monde des arts, de la musique ou même du cinéma. C'est In Vogue 90, donc c'est vraiment sur la décennie des années 90, et ça montre un petit peu comment ce magazine est un petit peu au cœur de pas mal de transformations qui vont avoir lieu. Alors sur le milieu de la mode, justement, avec l'arrivée des supermodèles, l'influence du hip-hop, c'est la déferlante du grunge, c'est l'arrivée de l'iconisation des stars. Ouais. Et il y a tout ça qui est mis dedans avec des images d'archives incroyables. Et les gens qui sont interviewés pour parler, c'est vraiment les gens qui ont connu ça. Oui. On n'est pas sur une... C'est pas des journalistes, forcément. C'est ça qui vont aller... Il y a beaucoup de mannequins qui parlent. Il y a Anna Wintour, il me semble. Il y a Anna Wintour, il y a pas mal de personnel de Vogue qui racontent ça de l'intérieur, mais il y a aussi des créateurs et des créatrices. Il y a Stella McCartney qui a été révélée à ce moment-là. Il y a comment ça s'appelle, on revoit l'héritage aussi d'où vient la mode d'aujourd'hui, telle qu'elle a été transformée avec la transformation du Met Gala et tout ce que ça peut impliquer en termes de business et de show business. Et c'est vraiment admirable de voir que ces transformations datent d'il n'y a pas très très longtemps. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit les défilés Copernic, tout le monde crie au génie. C'est vrai que c'est bien, mais ça n'existerait pas si on n'avait pas eu Alexander McQueen il y a quelques années, etc. Donc, ça permet un petit peu de remettre de la hauteur dans le discours, encore une fois. Et mine de rien, l'arrivée du hip-hop dans la mode et toutes les répercussions que ça peut avoir, c'est vraiment quelque chose de très sociétal et c'est très intéressant la façon dont c'est fait. Ça va hyper vite, ça se dévore. En plus, si vous avez vécu les années 90, c'est encore plus facile. Voilà, moi, que dire de plus qu'en plus, pour finir, on a Baz Luhrmann, réalisateur notamment de Moulin Rouge, qui nous explique que en fait c'était toute son implication dans la transformation justement du Met Gala et comment les costumes même du film Roméo puis Juliette ont influencé une certaine libération d'esprit à l'époque. Donc voilà, ça parle cinéma, ça parle plein de trucs aussi. On apprend beaucoup de choses donc dans cette série qui s'appelle In Vogue in the 90s, si je prends mon meilleur accent anglais. 6 épisodes, je crois, à voir sur Disney+, donc tout est dispo en intégralité aussi. Eh bien merci Romain. Merci Anne, infiniment d'avoir été avec nous. Remontrez-nous la revue Chimère qu'on peut voir vers moi. Montrez-la vers moi. Voilà, la revue Chimère qu'on peut donc trouver dans les kiosques. Kiosques, librairies, voilà, pour tous ceux qui sont passionnés de saga imaginaire. Il y a beaucoup de choses à lire dedans. Voilà, du The Witcher, du Enki Bilal, du Donjons et Dragons. Un beau programme. Merci donc à tous les deux. C'est la fin de cette émission à revoir en podcast, en replay sur YouTube, sur le site de Tech & Co, partout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.